Donc bonjour à tous, donc je suis Sophie Lamoureux, je suis cardiologue à l'hôpital cardiologique à Lyon et je travaille particulièrement dans le service de réadaptation cardiaque. Donc on va un peu quitter en partie le monde du sport, plus parler d'activité physique et de patients. Donc je vais faire une première partie où je vais vous présenter les intérêts de la réadaptation cardiaque et après vous présenter notre service pour voir plus en pratique ce qu'on propose à nos patients. Donc là, c'est une définition assez littéraire de la réadaptation cardiaque qui est proposée par l'OMS. La définition, elle est assez ancienne, mais elle reprend bien toutes les composantes de la réadaptation cardiaque, qui sont donc l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie et pour assurer aux patients cardiaques une condition physique, mentale et sociale optimale, leur permettant de préserver ou de reprendre par leurs propres moyens une place aussi normale que possible dans la société. Donc un vaste programme. Donc les indications de rééducation cardiaque, ça concerne en tout premier lieu la population coronarienne, donc l'atteinte, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leur artère coronaire. Les artères qui irriguent le muscle cardiaque, qui le fait fonctionner. Et donc, on va les prendre en rééducation cardiaque après une chirurgie coronaire ou après un infarctus du myocarde ou après une angioplastie coronaire, c'est-à-dire où on débouche une artère. Une autre grande indication de la réadaptation cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est un terme assez générique, mais globalement, on parle souvent d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Ça veut dire tous ceux qui ont une altération de leur muscle cardiaque, donc leur pompe cardiaque qui marche moins bien. La réadaptation cardiaque, ça a des indications bien plus larges et actuellement, il y a de plus en plus d'études qui sortent pour prouver les bénéfices de la réadaptation dans tout type de cardiopathie, donc après toute chirurgie cardiaque, en ce qui concerne quasiment toutes les cardiopathies, qu'elles soient rythmiques, hypertrophiques, congénitales, valvulaires, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, dans la fibrillation atriale, tous les patients aussi qui sont en insuffisance cardiaque terminale, donc nos patients les plus fragiles ou qui sont transplantés du cœur. On a des indications également maintenant après la pose d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur implantable. La rééducation cardiaque, ce n'est pas que l'activité physique. La rééducation cardiaque, elle propose plusieurs volets qui vont prendre en charge de manière globale le patient. Donc on a le réentraînement à l'effort qui va être, je vais vous le montrer tout à l'heure, guidé par l'épreuve d'effort en début de rééducation. On prend également en charge les facteurs de risque cardiovasculaire, on en a parlé plusieurs fois, donc qui passent par la modification des comportements alimentaires, la gestion du stress, la promotion de l'activité physique. On va s'occuper de l'optimisation du traitement. On va réaliser de l'éducation thérapeutique. On en parle tout à l'heure. Également, on va proposer à tous les patients une prise en charge psychologique parce que ça fait partie de la prise en charge des patients cardiaques. Et on va préparer à la réinsertion professionnelle pour tous les patients actifs. Les bénéfices attendus en réadaptation cardiaque, c'est tout d'abord une amélioration des capacités physiques. Donc ça, elle est constamment observée dans toutes les études randomisées ou de vie réelle. Et cette amélioration des capacités physiques s'accompagne toujours d'une amélioration de la qualité de vie. On cherche en réadaptation cardiaque à améliorer aussi le pronostic de nos patients. Et donc, dans certaines études, chez l'insuffisant cardiaque, on a prouvé des réductions de mortalité et des réductions en termes de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Chez le coronarien, on a également des études qui montrent des réductions de mortalité cardiovasculaire et de réhospitalisation. Donc chez le coronarien, on a par exemple cette méta-analyse qui date de 2016, qui regroupait 63 études, 14 500 patients. Et ça, les preuves du bénéfice de mortalité, elles sont fortes. Et donc on a dans cette étude une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 26% chez les patients réadaptés. On a une amélioration de la qualité de vie et on a une réduction du nombre de réhospitalisations de 18%. En France, on a des registres observationnels des infarctus et notamment le registre FAST-MI où la prescription d'une réadaptation cardiaque dans ces registres trouve une réduction de la mortalité à 1 an de 28%. Et elle est encore plus évidente chez les patients qui étaient à plus haut risque, donc qui cumulaient plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire.
Chez l'insuffisant cardiaque, les preuves sur la mortalité, elles sont un peu plus difficiles à prouver. On a cette étude européenne, HF Action, qui est la plus grosse étude dans l'insuffisance cardiaque, 2300 patients en 2012. Et la réduction des événements, donc mortalité cardiovasculaire et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, on montrait une tendance de réduction des événements chez les patients réadaptés, mais c'était à la limite de la significativité. En revanche, si on divise les populations en quartiles, en fonction de l'intensité de l'activité physique réellement faite, on s'aperçoit que les 3 quartiles des patients qui s'entraînent véritablement bénéficient du reconditionnement à l'effort. Donc le reconditionnement à l'effort, ça marche, mais chez les patients qui se réentraînent vraiment. Et il faut dire que la capacité d'exercice, c'est un des éléments pronostiques majeurs dans l'insuffisance cardiaque. On sait que quel que soit le type d'insuffisance cardiaque, plus votre VO2 max elle est élevée, meilleur est votre pronostic. Donc la réadaptation cardiaque, elle s'inscrit en fait dans le parcours du patient, qu'on peut décomposer en 3 phases. La phase 1, c'est le patient qui est hospitalisé pour un événement aigu. Il va faire un infarctus du myocarde, ou il va être opéré d'une chirurgie cardiaque, ou il va faire une décompensation cardiaque. Donc là, on est la phase 1. Le patient il est hospitalisé dans les soins, soit en soins critiques, soit en cardiologie courte. On a la phase 2. Ça, c'est la phase de réadaptation cardiaque, ce dont je vous parle, qui permet progressivement de réinsérer le patient dans la vie professionnelle et sociale et d'augmenter progressivement l'intensité de l'activité physique. Et enfin, on a la phase 3, qui est tout aussi importante, où le patient doit continuer l'activité physique à domicile et doit continuer son suivi médical. Et ben vous pourriez intervenir à la phase 2 et à la phase 3. Je vais vous montrer, effectivement, on a en phase 2, on travaille avec des APA, et en phase 3, il y a des APA qui interviennent pour maintenir l'activité physique au quotidien. Du coup, lors de la phase 3, c'est quoi? C'est au mouvement de la personne ou alors, c'est le patient qui devient acteur de son activité physique. Ça, Après, tout notre rôle, c'est quand même de bien faire le lien. Donc nous, on va lui proposer des associations, on va lui proposer des conseils, on va lui proposer tout un programme pour essayer qu'il continue à la maison. Pas forcément. On n'arrive pas pour l'instant, je vous en parlais dans la conclusion, à s'occuper également de la phase 3. Nous, on fonctionne avec certains clubs, certaines associations auxquelles on envoie nos patients. Et après, c'est eux qui les prennent en charge, comme les associations Club Cœur et Santé de la Fédération, ou alors des associations qui sont gérées par des APA. Mais après, c'est à eux de faire le suivi. Donc là, on va parler de la phase 2, donc la phase de réadaptation cardiaque en centre cardiovasculaire. Elle commence toujours par une évaluation clinique, donc un interrogatoire, un examen physique, un électrocardiogramme de repos, une échographie cardiaque. Donc tout ça, on en a parlé dans le dépistage des maladies cardiovasculaires. L'épreuve d'effort cardio-respiratoire, je vais en dire 2 mots tout à l'heure. Et tout ça, ça va nous permettre de stratifier le risque. Il va y avoir des patients à bas risque, des patients à risque modéré, des patients à risque élevé. Et en fonction du risque, effectivement, on ne va pas leur proposer la même chose. On va définir avec eux un projet thérapeutique. Et donc ça se fait le plus souvent avec une infirmière d'éducation thérapeutique qui va leur présenter le projet thérapeutique et le déroulement des séances de rééducation cardiaque pour avoir un projet thérapeutique le plus personnalisé possible. La rééducation cardiaque, donc c'est plusieurs séances. J'ai mis 20 séances parce que globalement, c'est ce qui est recommandé, la moyenne. Après, ça peut aller entre 10 et 30, voire plus de séances. Ça s'étale sur une période plus ou moins courte. Si on fait 3 séances par semaine, ça tient sur 6 semaines. Au cours des séances, on va le détailler après. On a des parcours de marche, de la rééducation aérobie, renforcement musculaire, des exercices gymniques, les ateliers d'éducation thérapeutique et d'autres choses qu'on peut leur proposer comme la relaxation, la cohérence cardiaque. Et ensuite, on va les évaluer en fin de programme
par une nouvelle épreuve d'effort cardio-respiratoire, une consultation avec le cardiologue et la mise en place du suivi comporte et le versant activité physique, donc préparation de la phase 3, et le versant médical et suivi médical. Donc l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, ou ce qu'on appelle VO2 max, donc c'est un peu le cœur de la prescription. Ça va nous aider à stratifier notre patient en termes de risque. Donc une épreuve d'effort cardio-respiratoire, je vous ai mis le profil général de cette épreuve, donc qui comporte plusieurs phases. Une phase de repos où on va enregistrer les paramètres de repos, donc l'électrocardiogramme de repos, la tension artérielle, la saturation en oxygène et tous les paramètres ventilatoires. On a une phase d'effort entre 8 et 12 minutes où on va progressivement augmenter les paliers, soit en rampe, soit en palier d'1 minute, pour atteindre le palier le plus haut tolérable. Et une phase de récupération qui dure au moins 6 minutes. Vous avez la courbe rouge qui représente la courbe de la consommation en oxygène. Plus vous faites un exercice intense, plus votre consommation en oxygène augmente et vous obtenez ainsi le VO2 pic. Dans l'insuffisance cardiaque et chez le patient cardiaque en général, on va observer plusieurs paramètres, donc le VO2 pic, mais d'autres paramètres pronostiques qui sont tout aussi intéressants, comme la pression artérielle, la puissance circulatoire, le seuil ventilatoire, le premier seuil ventilatoire, la pente VE sur VCO2 et certains autres paramètres, les oscillations respiratoires et les paramètres de récupération. Donc je vous rappelle la valeur pronostique de la VO2 max. Vous voyez sur ce graphique que si vous avez une VO2 pic inférieure à 10 ml/kg par minute, votre pronostic est moins bon. Vous avez le taux de survie, alors ça c'est une étude ancienne qui date de 1991, le taux de survie en ordonnée. Le programme de réentraînement, donc, il va être individualisé en fonction de l'examen clinique initial et en fonction de l'épreuve d'effort cardio-respiratoire. Et on a plein de recommandations sur la pratique de l'activité physique et ce qu'on doit leur faire en rééducation cardiaque. Donc là, je vous ai proposé sur le tableau à droite un exemple. Globalement, c'est toujours un entraînement en endurance associé à du renforcement musculaire. Et donc, vous avez sur ce tableau l'exercice aérobie qui est conseillé 3 à 5 fois par semaine, idéalement tous les jours. À 40, donc il y a une fourchette large en fonction de la VO2 pic, entre 40 et 80% de la VO2 pic, d'une durée de 20 à 60 minutes. On peut faire de l'entraînement continu ou de l'entraînement en intervalle training. Et l'augmentation, elle doit être progressive. Pour les exercices en endurance, c'est un peu les mêmes recommandations. On va faire attention d'être toujours sur une échelle de tolérance qui est modérée, en privilégiant plusieurs répétitions. Je reviens un peu sur l'entraînement continu versus l'entraînement en intervalle training, comme c'est beaucoup... Il y a beaucoup de débats actuellement dans les centres de réadaptation cardiaque. Pour l'instant, les études sont plutôt contradictoires. On n'a jamais prouvé le bénéfice de l'intervalle training par rapport à l'entraînement continu. Et globalement, tout le monde s'accorde à dire désormais que c'est plutôt la dépense énergétique totale qui compte. Plus vous allez faire un effort intense à votre patient, plus vous allez gagner en termes de bénéfices et en termes de VO2 pic. Après, en France, la plupart des centres font de l'intervalle training, qui est tout aussi bien toléré chez certains patients. Et on peut varier la durée des paliers à haute et basse intensité. On peut varier le niveau des paliers à haute et basse intensité. Et donc, on peut s'adapter à tous les patients. On dit que c'est plus ludique, c'est mieux supporté. Et globalement, les patients adhèrent assez bien à cette méthode. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait, nous, dans notre service pour vous montrer un peu des exemples de programmes qu'on peut leur proposer. J'ai fait ça en partenariat avec nos 2 APA avec qui on travaille actuellement. Donc, nous, globalement, on est un service qui travaille uniquement en ambulatoire. Donc, c'est une rééducation où les gens sont rentrés à la maison après leur hospitalisation et viennent 2 à 3 fois par semaine faire les séances de rééducation cardiaque.
Donc, certains viennent 3 fois par semaine, des demi-journées, donc le lundi, mercredi, vendredi, et d'autres 2 fois par semaine, le mardi, jeudi, en fonction de leur capacité. On prend en charge tout type de patients cardiaques. Donc ça, je vous ai déjà parlé des indications. On suit à peu près les indications qu'il y a en France. On a beaucoup de patients en post-infarctus. On a beaucoup d'insuffisants cardiaques ou de gens après une chirurgie cardiaque. Et nous, comme on a de la cardiologie congénitale sur notre centre, on a énormément de cardiopathie congénitale, donc des patients assez jeunes. On a également des cardiopathies rythmiques, valvulaires, ischémiques. On est une équipe pluridisciplinaire et ça, c'est notre force. On travaille avec des médecins, donc des cardiologues. On a des APA, des kinés. On a une psychologue dans le service et des infirmières qui sont spécialisées en tabacologie et des diététiciennes. Donc, une demi-journée, on leur propose une demi-heure d'échauffement. Ensuite, on divise le groupe en deux groupes. Certains commencent par des exercices gymniques de type circuit training. Et d'autres font des exercices aérobie, plus d'endurance sur des vélos ou des tapis. Ensuite, on change en inverse. Et la dernière partie de notre séance va être variable en fonction des jours. On peut proposer un atelier d'éducation thérapeutique ou une marche en extérieur, une montée d'escalier, des exercices de relaxation avec la psychologue. Voilà, c'est dépendant du groupe et du jour. Donc là, c'est des exemples d'échauffement qu'on peut leur proposer. C'est aussi pour dire... Donc là, c'est des exemples qui ont été faits plutôt chez des patients à bas risque cardiovasculaire, donc qui est quand même une grosse partie de notre population au final. On a beaucoup de coronariens qui récupèrent... qui sont entièrement revascularisés, donc leur coronaire marche de nouveau très bien et ils ont une fonction cardiaque qui est normale. Et donc, on va leur proposer des exercices qui finalement se rapprochent de ce que vous pouvez proposer à quelqu'un qui n'a pas forcément de maladie cardiaque. Donc ça, c'est une proposition d'échauffement. Donc, on va être dans la répétition du mouvement. On va échauffer les muscles squelettiques, les articulations et petit à petit monter progressivement la fréquence cardiaque en terminant par des montées de genoux rapides ou des jumping jacks ou des squats. Les séances gymniques, pareil, peuvent s'apparenter à ce que vous pouvez proposer en population générale. C'est aussi bien supporté. Et donc, vous avez l'objectif, c'est le travail cardio-respiratoire et le renforcement musculaire. Donc, vous allez avoir... on a possibilité de faire du tirage bras sur TRX, des steps, des haltères. On travaille avec des ballons lestés, des cordes de crossfit. On a des espaliers. Notre gymnase n'est pas très grand, mais assez bien équipé. On a également quelques machines qui nous permettent de faire du vélo à bras, des machines à quadriceps et des choses comme ça. Nous, on fonctionne en circuit training. Ça permet que les patients tournent, ne s'ennuient pas et bien faire adhérer tout le monde. Et la troisième partie, c'est la séance sur le vélo qui est basée sur l'épreuve cardio-respiratoire qu'on a réalisée au préalable. Et donc, on va leur proposer pour la plupart une séance sur vélo. Donc, avec nos programmes, ils durent 34 minutes, avec un échauffement progressif. Ensuite, on les fait travailler en intervalle training, avec 4 plateaux de 4 minutes qu'on place au seuil ventilatoire 1. Et 4 pics de 1 minute, entre 60 et 80% de la VO2 max, ça dépend de la tolérance. Puis une descente progressive. Certains font du tapis de marche à la place. Voilà. Après, on a d'autres types d'activités. Nous, on a la chance d'avoir un hôpital. Alors, il y a 10 étages, mais ça fait 14 étages d'escalier. Donc, ça, on l'utilise pas mal. Et si les capacités du patient le permettent, et petit à petit, au fur et à mesure, ils y arrivent, on utilise les étages d'escalier. Et c'est physique. La cohérence cardiaque, la psychologue vous en a parlé tout à l'heure, mais les APA le font à chaque séance. Et pareil, les patients adhèrent bien. Ça permet de réaliser un retour au calme en fin de demi-journée.
L'éducation thérapeutique, elle est au cœur de notre programme également. Donc, on a mis en place des ateliers pour les patients qu'on est en train de restructurer un petit peu parce que c'était surtout des ateliers qui étaient faits pour les patients coronariens. Et comme je vous ai dit, maintenant, on élargit énormément nos indications de réadaptation, notamment les cardiopathies rythmiques ou congénitales qui concernent des patients plus jeunes. Et donc, il faut proposer d'autres ateliers. Mais on a un atelier sur la diététique, une information sur le tabac, un atelier sur la gestion du stress, un atelier sur les connaissances médicales ou les facteurs de risque cardiovasculaire. On a des ateliers basés autour des traitements que les patients prennent. On a des ateliers sur l'activité physique, la prévention par l'activité physique. Et on a des ateliers qui sont réalisés par la Fédération française de cardiologie de gestes qui sauvent pour justement les former aux gestes qui sauvent. Et ils viennent à ce moment-là avec un de leurs proches. On a également un parcours sur l'hôpital d'éducation thérapeutique qu'on appelle Préticard, qui est basé chez l'insuffisant cardiaque, qui est pour les insuffisants cardiaques. Donc la rééducation cardiaque, elle fait vraiment partie intégrante du traitement de nos patients cardiaques parce qu'elle va potentialiser les effets des médicaments et toutes les thérapeutiques qu'on peut lui proposer. Elle fait appel à une équipe pluridisciplinaire et ça, c'est une grande richesse. Ça améliore le pronostic de nos patients. On sait que ça améliore leur qualité de vie, leurs symptômes. Ça va diminuer le risque d'hospitalisation. Et chez certains patients, on s'est vraiment prouvé que ça diminue la mortalité. La rééducation cardiaque, elle a toujours besoin de se réinventer parce qu'effectivement, on a des patients quand même qui sont plus jeunes. On n'a pas que des patients âgés. On n'a pas que des patients insuffisants cardiaques âgés. Et donc, on a besoin quand même de moderniser nos modes de fonctionnement, d'utiliser les objets connectés et la téléréadaptation, donc permettre au patient de faire sa réadaptation et en centre et chez lui, et sur des durées peut-être plus longues, et un beau projet à l'avenir pour faire mieux adhérer les patients. Je vous remercie.